Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le sommet de l'Union africaine s'achève ce vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale. Les pourparlers devraient notamment permettre aux chefs d'État de prendre de nouveaux engagements en faveur de la paix. Et au centre de ces débats sur la sécurité, le cas du Mali, les États membres de l'Union africaine plaident pour un véritable dialogue intermalien. Et une nouvelle académie pour des athlètes en herbe. Il s'agit d'une académie sportive en Éthiopie. Objectif affiché, transformer ces athlètes en de nombreux champions sur le territoire. Outre l'agriculture, la sécurité a également été au centre des discussions de l'Assemblée générale de l'Union africaine qui a clos ses travaux ce 27 juin à Malabo, en Guinée équatoriale. Si la mécanisation de l'agriculture est un défi prioritaire, la lutte contre l'insécurité dans les États membres l'est tout autant. Flore Onissa. Le 23e sommet de l'Union africaine se clôture ce vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale. Si l'agriculture et la sécurité alimentaire est le thème central du sommet, le terrorisme et les menaces sécuritaires préoccupent également les chefs d'État africains. Nous, il faut qu'on soit concret à chacun de nos sommets. Qu'on soit concret. Les conférences, on balance les mots. Vraiment, la paix et la sécurité ne sont pas négociables. Nous devons avoir nos propres forces, nos propres mécanismes pour intervenir et consolider la paix sur le continent. Parce que sans la paix, on ne peut jamais aller à la renaissance de l'agriculture, encore moins à la prospérité. On est en train de mener les débats à ce niveau-là. Est-ce que chaque pays ne peut pas régler la question, faire face à l'insécurité? Pris isolément, aujourd'hui, au point où nous en sommes. Et si nous voulons aller à la prospérité, voici le préalable à lever. L'intégration économique du continent ne saurait se passer de paix, de sécurité et de justice. 3 conditions indispensables au renforcement des relations et à la consolidation des échanges économiques entre les États africains. Le président a dit quelque chose, il a parlé de paix et sécurité. Et ça, c'est effectivement un frein. Quand on regarde les conflits sur le continent maintenant, je parle de Boko Haram, Cameroun, Nigeria, je parle de ce qui s'est passé à la Côte d'Ivoire, je parle du Mali. Donc c'est vrai, je dois considérer que s'il n'y a pas la paix et la sécurité, ça va être dur, n'est-ce pas, de promouvoir avec facilité ce problème d'intégration. Depuis un an, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, travaille sur un nouveau concept, la CARIC, la capacité africaine de réponse immédiate aux crises. Mais pour le moment, la création de cette force continentale, qui devait être à l'ordre du jour des débats du 23e sommet de l'Union africaine, tarde à voir le jour. Et le cas du Mali, plus précisément, a été au centre des débats. Les États membres de l'Union africaine plaident pour un véritable dialogue intermalien, seule issue à la crise dans le nord du pays. Un sujet de Charles de Jouvenel. L'insécurité pour atteindre l'émergence. C'est l'objectif que s'est fixé le 23e sommet de l'Union africaine qui se déroule en ce moment à Malabo, en Guinée équatoriale. Dans ce cadre, la situation au nord Mali continue de préoccuper l'organisation continentale. Les solutions abordées pour réinstaurer une paix durable dans le pays requièrent une coopération des instances et des pays concernés. De fait, la situation reste tendue dans cette région. Selon certains observateurs, la seule solution militaire ne suffit plus. Il est urgent de maintenir un dialogue politique accru afin d'épauler les opérations en cours dans le Nord Mali comme la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Et que le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé juste hier de continuer l'opération de paix que nous avons là-bas, le MINUSMA, mais aussi à entamer, ensemble avec l'Union africaine, d'entamer le plus vite possible un dialogue politique au Mali. Les dernières nouvelles issues du Mali vont en effet dans le sens voulu par l'Union africaine. Le gouvernement malien a ainsi nommé un nouvel ambassadeur chargé du dialogue avec les groupes armés qui tiennent le nord du pays. De plus, des négociations semblent s'être ouvertes en Algérie avec les représentants de ces groupes. Je crois que maintenant, il y a une situation dans laquelle tous les partis, le gouvernement a annoncé la nomination du nouveau représentant pour la paix, pour le dialogue intermalien. J'ai compris aussi qu'il y était des discussions maintenant en Alger avec les groupes armés. Alors il y a le début de conversation. Si la situation semble évoluer dans le bon sens au vu des récentes négociations, le chemin semble encore long avant de voir la situation se pacifier durablement dans une région encore majoritairement tenue par les groupes armés.
Et la 13e assemblée de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida s'est d'ailleurs tenue en marge de ce 23e sommet. L'Union africaine, c'était ce jeudi à Sipopo. Lors des discussions, les épouses des chefs d'État ont adopté des résolutions concrètes afin de faire reculer la transmission de ce virus. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Les Premières Dames d'Afrique font bloc pour faire reculer le sida sur le continent. C'est ce qui ressort de la 13e Assemblée de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique. Les travaux se sont déroulés ce jeudi sous la présidence d'Inda Déby Itno, l'épouse du président tchadien et présidente de l'organisation. Ici à Sipopo, les Premières Dames ont mis en place un programme d'action pluridisciplinaire avec des programmes sur la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Les programmes spécifiques de prévention des cancers qui touchent la femme, tels que le cancer du sein et de l'utérus. La 3e édition du répertoire de l'OBDAS constitue le miroir qui reflète nos programmes d'activité. Elle est notre bréviaire, sinon le document de chevet des acteurs et partenaires qui se battent au quotidien pour débarrasser notre société des maladies qui annihilent ses efforts de développement. La rencontre des premières dames du continent engagées dans l'organisation n'a pas été axée que sur la pandémie du sida. Elle a aussi servi de cadre à la mise en place de projets éducatifs. On a pu mentionner le projet Kanihé, le comité d'appui à l'enfant équato-guinéen de la première dame de Guinée équatoriale, Constancia Mangué Dobian, mais aussi un projet éducatif soutenu par Antoinette Sassou Nguesso, destiné à appuyer les meilleurs élèves du continent afin d'en faire une élite. Il s'agit de créer à travers un programme commun un réseau régional des groupes scolaires d'excellence avec l'ambition de devenir un réseau panafricain. Dans cette perspective, les Premières Dames pourraient faire une demande de soutien à l'Union africaine car cette initiative s'inscrit en droite ligne des recommandations de l'article 13 de la Charte africaine de la jeunesse. Par cette démarche, les groupes scolaires d'excellence amorceront l'interconnexion des futurs leaders formés pour penser l'Afrique à travers une politique d'intégration. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida est une coalition des 40 épouses de chefs d'État qui ont joint leurs forces pour agir comme la voix des sans-voix dans la lutte contre la pandémie. Elles se sont engagées à user de leurs capacités pour améliorer la vie des familles vulnérables par le biais du plaidoyer, de la mobilisation des ressources tant humaines que financières. Leur voix se fera entendre ici à Malabo, à ce sommet de l'Union africaine, où prennent part leurs époux qui discutent des affaires économiques et politiques du continent. Et n'oubliez pas, tout au long de ce 23e sommet Africa 24, vous invite à suivre en direct de Malabo les débats autour des différentes problématiques abordées. Dans le reste de l'actualité, le 29 juin, les Sénégalais se rendront aux urnes pour élire leurs représentants dans les collectivités locales. Cette élection, qui verra l'entrée en vigueur de la décentralisation, se singularise aussi par le nombre élevé de listes. Parmi celles-ci, il y a les listes dites citoyennes qui affirment n'appartenir à aucun parti. Elles veulent promouvoir une nouvelle forme de participation à la vie politique du pays face aux échecs des différentes formations. Reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Le mouvement citoyen au Sénégal veut prendre activement part à la gestion des collectivités locales. Après l'élan civique né de la contestation populaire du 23 juin 2011 et qui s'est parachevé par la deuxième alternance politique, la citoyenneté au Sénégal veut encore donner de la voix. Le désenchantement qui a succédé à l'arrivée au pouvoir du président de la République Macky Sall a conduit de nombreux acteurs de la société civile à se coaliser pour être, disent-ils, une alternative aux partis politiques. L'objectif est de mettre fin aux tares et dérives inhérentes au système partisan. Rien que dans la ville de M. le Président de la République, ses propres partisans ont au moins plus de 4 à 5 listes, ce qui montre leur incohésion. Et donc, aujourd'hui, nous avons un phénomène de fond. Les mêmes citoyens qui s'étaient coalisés à la base pour élire M. Macky Sall il y a 2 ans, ont eu l'idée géniale de s'organiser en liste pour disputer les communes de l'acte 3 aux partis politiques traditionnels. Seydina Babacar Ndiaye fait partie des candidats indépendants à ces élections locales. Syndicaliste, il présente une liste citoyenne à la commune du Point E. Essentiellement composée de jeunes, ils ont pour ambition de proposer un mode de gestion des collectivités locales fondé exclusivement sur une participation citoyenne. On s'est rendu compte
un peu partout, pas seulement à Fann Point Amitié, mais partout, que les maires, une fois qu'ils sont élus, disparaissent complètement. Ils reproduisent dans les conseils municipaux les mêmes tares qui existent dans leur parti politique. Ce qui fait que nous voulons une participation, une gestion citoyenne et participative. Donc l'une des premières qu'on va faire, nous, ce sont les assemblées de quartier, où les citoyens, c'est eux-mêmes qui vont dire ce qu'ils veulent de leur quartier. Pour ces élections locales, près de 2700 listes sont engagées pour conquérir 602 collectivités locales. Les listes citoyennes, bien que peu nombreuses, restent handicapées par la modicité des moyens dont elles disposent. Pour cela, elles ont initié une opération de souscription volontaire auprès de leurs concitoyens, car ils souhaitent poursuivre leur engagement jusqu'à la prochaine élection présidentielle. L'Éthiopie est réputée pour ses stars en course de fond. La quasi-totalité de ses athlètes est parvenue à la célébrité par ses propres moyens, sans l'appui des professionnels. Aujourd'hui, le pays a ouvert sa première académie sportive moderne à Addis Abeba, où les athlètes en herbe sont sélectionnés à travers tout le pays, puis formés. Karine Loubanzadio. Une nouvelle académie pour des athlètes en herbe. L'Éthiopie vient de se doter de structures flambant neuves et à la pointe de la technologie pour transformer les graines de champions dont le pays regorge en fleurons du sport à l'échelle internationale. Une aubaine pour de nombreux sportifs, parfois contraints de s'entraîner de manière rudimentaire. Le sport a un rapport direct avec votre statut économique. Lorsque vous avez les moyens, vous n'avez qu'à vous concentrer et vous préserver. Il est probable que vous obtiendrez de meilleurs résultats en peu de temps. Par contre, si vous vous entraînez toujours sans moyens ni conseils, il vous faudra beaucoup de temps pour arriver là où vous voulez être. Ainsi, les étudiants qui sont à l'Académie des sports ont une meilleure chance de réussir. Ouverte il y a quelques mois, l'Académie sportive a pour ambition claire d'étoffer le contingent d'athlètes éthiopiens mondialement connus, à l'image d'un de ses champions, Haile Gebrselassie. Pour cela, la structure offre un programme alliant études et sports dans 9 disciplines, à l'instar du football, volleyball, natation ou de l'athlétisme. Ces derniers souvent admis très jeunes. Nous ciblons les moins de 17 ans dans le cadre de notre formation. Nous les formons à court, moyen et long terme sur des distances allant jusqu'à 5000 mètres. Nous ne pouvons pas les former dans les 10 000 et au marathon parce que leur âge ne nous permet pas de le faire. Par conséquent, nous nous concentrons sur les courtes distances et les 5000 mètres. Une académie pour la jeune génération qui s'étend sur 24 hectares de terrain et qui aura coûté près de 12 millions de dollars au gouvernement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.